profitez pleinement, éteignez les lumières, mettez votre casque ou vos écouteurs, fermez les yeux, relaxez-vous. Nous avons inventé un fantôme, et maintenant, il nous tue. Partie 1. Les histoires et les croyances ont un pouvoir, les noms aussi. Quand Estelle a crié le nom du professeur dans la douleur et la terreur, elle a cimenté l'idée de son existence dans l'esprit de tous ceux qui l'ont entendu. Même ceux qui ne voulaient pas croire, qui qualifiaient les histoires de fantômes et de rituels obscurs de contes de fées enfantins, ont vu un soupçon de doute s'immiscer dans leur cœur ce jour-là. Et pour ceux qui croyaient déjà ou voulaient croire, c'était la confirmation de quelque chose d'à la fois merveilleux et terrible. Je me souviens que nous en avons parlé une fois, tous ensemble, quelques années après l'attaque d'Estelle, avant que le pire ne commence à se produire. Nous étions encore à l'aise et confiants à ce moment-là, nous nous sentions spéciaux. Et nous en parlions plus librement à cette époque, de ce que pouvait être le professeur et de comment tout cela fonctionnait, de la façon dont les autres devaient voir les choses et de la raison pour laquelle ils avaient tous au moins un peu peur de nous. C'est à ce moment-là que Karim a pris la parole. Il a dit que si l'on prenait une ville pleine de gens, n'importe quelle ville, il y aurait des gens qui croient en Dieu, d'autres qui n'y croient pas, et d'autres encore qui se situent entre les deux. Mais si un jour cette ville voyait un miracle, quelque chose qui semblait clairement indiquer l'existence de Dieu, et au-delà, qui semblait indiquer que Dieu aimait certaines personnes plus que d'autres, cela serait interprété différemment par les gens. Certains l'ignoreraient ou tenteraient de l'expliquer, même s'il n'y avait pas d'alternative raisonnable. D'autres l'accepteraient et trouveraient du réconfort dans la preuve qu'il apporte. Mais d'autres encore seraient tout simplement effrayés. Car quoi de plus terrifiant que l'idée que Dieu existe, mais qu'il ne nous aime pas beaucoup ? Je crois en Dieu. Et je pense que quel qu'il soit, il est beaucoup plus gentil et juste que le professeur. Mais après la chute d'Estelle, nous ne nous sommes pas inquiétés de la gentillesse et de l'équité du professeur. Nous voulions juste qu'il soit de notre côté. J'aime à penser que nous avons été en quelque sorte manipulés par lui dans les semaines, les mois et les années qui ont suivi. Nous avons été poussés à fermer les yeux sur la véritable nature de la chose que nous avions laissé entrer dans notre groupe. Mais je pense que c'est un mensonge. Le fait d'avoir des preuves de ce que nos cœurs savaient déjà a été un soulagement à bien des égards. Et le fait de savoir que le professeur nous protégerait a grandement contribué à apaiser nos craintes quant à ce que nous aurions pu contribuer à créer, ou du moins à réveiller. Nous nous sentions choisis et spéciaux, et si cela nous accordait plus de respect et de déférence de la part des autres étudiants, où était le mal ? Cela me rappelle une histoire que ma grand-mère me racontait dans mon enfance. Un petit garçon a passé la majeure partie de son enfance dans les régions sauvages de l'Inde avec sa famille. Lorsqu'il atteignit l'âge de 12 ans, il devint le serviteur d'un prince. Un jour, le prince partit à cheval avec 2 de ses amis et emmena le petit garçon pour qu'il lui serve d'intendant. Ils chevauchaient depuis plusieurs heures lorsqu'ils arrivèrent dans une clairière. Au milieu de la clairière, un énorme tigre prenait le soleil dans les hautes herbes. Le prince et ses amis commencèrent à se vanter les uns les autres de ce qu'ils pouvaient faire, de la façon dont ils pouvaient combattre la bête, même sans armes. Ils étaient un peu ivres à ce moment-là, mais ils se nourrissaient aussi de la folie et de l'ego de chacun, et il ne fallut pas longtemps pour que l'un d'entre eux glisse de son cheval pour s'adresser aux autres. Ce premier ami dit « Je vais aller dans l'herbe et lutter contre le tigre pour le soumettre. » Sur ce, il enleva sa chemise et courut vers le tigre, sautant sur son dos. L'animal rugit de surprise et de colère, et en quelques secondes, il a déchiré l'homme. Le prince et son ami étaient horrifiés, mais ils étaient plus déterminés que jamais à dominer le tigre et à venger leur ami. Le garçon essaya de les avertir d'arrêter, mais le prince le gifla et lui dit de se taire. Le deuxième ami jura « J'irai dans l'herbe avec ma massue, et je battrai le tigre pour le soumettre, ou je le tuerai s'il ne se soumet pas. » Sur ce, il se cacha et commença à ramper dans les hautes herbes en direction du grand félin.
comme s'il voulait se faufiler jusqu'à lui. Lorsqu'il fut à 3 mètres du tigre, celui-ci bondit sur lui et lui arracha la gorge. Le prince était maintenant fou de peur et de colère. Il poussa brutalement le garçon vers l'avant avec l'intention de l'envoyer à la mort afin que personne ne puisse contredire le grand récit du prince, qui racontait comment il s'était battu vaillamment pour sauver ses amis d'un tigre géant. Le garçon fit ce qu'on lui demandait et se dirigea vers le grand fauve. Le tigre étudia attentivement le garçon qui s'approchait. Ses grands yeux jaunes se rétrécirent et il jeta un coup d'œil entre la petite silhouette et le prince qui se tenait en retrait à la limite de l'arbre. Pour sa part, le prince avait déjà un pied dans l'étrier, prêt à s'élancer si le tigre se dirigeait vers lui. Il voulait voir l'insolent tué, mais pas au point de se mettre en danger lui-même. Mais le garçon ne fut pas tué par le tigre. Au contraire, le tigre lui lécha le visage avec sa langue rose géante. Et si le prince ne se trompait pas, il entendit la bête commencer à ronronner lorsque le garçon passa ses bras autour de ce cou massif et hirsute. Le garçon dit quelque chose à voix basse au tigre avant de relâcher son cou et de revenir vers le prince. « Comment ?» Le prince demanda, toute peur oubliée face à sa fierté blessée et à son indignation. « Comment as-tu fait pour affronter le tigre sans te faire tuer, mon garçon ?» Comme le garçon ne disait rien, il tira un mousquet de la ceinture qu'il portait à sa taille, la mâchoire dure de colère. « Peu importe, si tu peux l'affronter, je le peux aussi. » Le prince laissa échapper un grognement lorsque le petit couteau lui fut enfoncé profondément dans le ventre. Et lorsqu'il baissa les yeux, le garçon avait tordu le couteau et l'avait retiré. Incrédule, il voulut pointer son arme sur le garçon, mais le tigre était déjà sur lui, retirant l'arme et le bras qui la tenait d'un seul coup. Alors que le prince agonisait, le garçon et le tigre se tenaient au-dessus de lui, couverts du sang de sa vie. Le tigre lécha distraitement l'arrière de la tête du petit garçon, tandis qu'il répondait au prince. « J'ai grandi près de ces bois, votre majesté. Ce tigre est l'un de mes meilleurs amis depuis des années. Il ne me ferait jamais de mal et ne me laisserait jamais me faire du mal, et moi non plus. » Le prince, étouffé par le sang, répondit en haletant. « Mais pourquoi ? Pourquoi ne pas nous avoir prévenus avant que nous n'essayions de le combattre ?» Le garçon rit, se penchant pour essuyer son petit couteau sur le brocart du prince. « Tu as besoin de l'avis d'un serviteur pour savoir qu'il ne faut pas se battre contre un tigre ? Tu pensais qu'il y avait de quoi s'amuser ? Et c'est le cas, mais c'était pour mon ami le tigre, pas pour vous. Et pourquoi devrais-je gâcher son plaisir ? C'est un ami sincère et loyal alors que toi je te connais à peine. » À l'écoute de cette histoire, Thomas rétorquait un « Putain, ta grand-mère t'a raconté des histoires de merde » avec un grognement, s'attirant un regard mauvais de la part de Quentin. Il commençait à se faire tard, et j'atteignais la limite de ce que je pouvais entendre de nouveau et de terrible pour la nuit. Pourtant, je me suis surpris à demander à Quentin d'en rajouter. Je lui ai demandé « D'après toi, quel était le but de l'histoire, Quentin ?» Quentin sourit, les yeux fatigués. Raconter tout cela le déterrait, lui faisait du tort à lui aussi. Voici ce qu'il m'a répondu. Je n'en ai jamais été sûr. Je pensais que cela signifiait qu'il fallait faire attention avec qui on se battait, parce qu'on ne pouvait pas savoir quand on tomberait sur quelqu'un de plus méchant que soi. Ou peut-être que les gens feraient ou accepteraient à peu près n'importe quoi pour quelque chose ou quelqu'un d'important pour eux, sans se soucier de qui pourrait être blessé dans le processus. Mais maintenant, je pense que le message est que lorsque vous êtes le meilleur ami d'un tigre, vous commencez à considérer les autres comme des proies. L'été après Estelle a été une période amusante et excitante pour nous. Nous avions peur, mais juste assez pour rendre les choses plus intéressantes. Nous nous étions fait à l'idée qu'il y avait un tigre en ville, mais que c'était notre ami, l'ami que nous avions inventé. Nous avons envisagé d'essayer de communiquer avec le professeur, mais Karim et moi, nous y sommes opposés dès le départ. Et comme il ne se passait rien de nouveau autour de nous au début,
Nous n'étions même pas sûrs que le professeur puisse quitter l'enceinte de l'école. Mais à la fin du mois de juin, nous avons entendu plusieurs histoires de personnes ayant fait d'étranges rencontres dans la ville. Un homme poursuivi par une silhouette obscure alors qu'il se promenait dans le General's Park tard dans la nuit. Un magasin du centre-ville dont toutes les vitres ont été brisées, avec plusieurs employés à l'intérieur, sans que l'on sache vraiment comment ni pourquoi cela s'est produit. Ces événements, s'ils étaient liés au professeur, avaient des connotations sinistres. En vérité, Karim et moi avons soutenu que même s'il s'agissait d'une vengeance pour avoir blessé Charlotte, l'accident, entre guillemets, d'Estelle, était assez brutal et extrême. Peut-être que le professeur était amical envers nous, peut-être qu'il ne l'était pas, mais il était certainement dangereux dans tous les cas. Puis, l'accident de voiture s'est produit, ou presque. « Tu te souviens de cette partie, Alex ?» m'a demandé Quentin. Et il a continué à parler. Puis il a continué à parler. Voici ce qu'il m'a dit. « D'accord, putain. Un jour, toi et ta mère, et quelqu'un d'autre, vous alliez à l'épicerie. Tu sais, ce grand carrefour en haut de chez toi, une citerne remplie à ignorer le feu rouge alors que tu traversais le carrefour. Il aurait dû percuter ta voiture à l'endroit même où tu étais assis sur le siège passager. Ce putain de camion roulait à plus de 80 km/h et il t'aurait tué sur le champ. Je suis désolé Karim, mais c'est la vérité. Si ta voiture avait percuté le camion, c'était la fin. Mais il ne s'est rien passé. À moins d'1,50 m de l'extérieur de la portière de votre voiture, le camion a heurté quelque chose d'autre. La semaine suivante, nous sommes allés voir la voiture à la casse. Elle était écrasée jusqu'à la fenêtre de la cabine, comme si elle avait heurté le flanc d'un cuirassé. Je ne sais pas comment elle n'a pas explosé, mais elle n'a pas explosé. Le chauffeur de la citerne est mort, mais vous alliez tous bien. Et après ça, nous savions. Le professeur était vraiment notre ami. Nous n'en avons parlé à personne d'autre. Mais la nouvelle de l'accident s'est répandue dans toute la ville. Il y avait même une photo dans le journal. Lorsque nous sommes retournés à l'école, notre statut social avait encore changé. Certains nous évitent comme la peste, tandis que d'autres essayaient de se lier d'amitié avec nous pour entrer dans le cercle. Mais bien sûr, le cercle avait déjà son 6e et dernier membre. Quentin a continué d'expliquer. « Alex, tu as été le premier à nous appeler ainsi, les 6 de Stonebrook. On a ri à l'époque, mais c'est resté. Quand le nom s'est répandu dans le reste de l'école, nous n'étions ni inquiets ni gênés. Nous avons porté ce nom comme un badge d'honneur, un symbole de la chance que nous avions d'avoir un tigre comme ami. Mais ensuite... » Quentin s'est arrêté, regardant les autres et revenant vers moi. « Alex, je suis crevé, mec. À ce rythme-là, je vais commencer à me tromper sur certains détails. Et je pense que tu en as assez entendu pour l'instant. On en reparle plus tard, d'accord ?» J'ai hoché la tête en signe de compréhension, ressentant un mélange de déception et de soulagement. Nous restâmes encore quelques minutes en silence avant de trouver un endroit où dormir pour la nuit. Le lendemain, aucun d'entre nous n'en a parlé, et je n'en ai encore parlé à personne. Mais cela doit changer. Je vais arrêter de vous parler pour l'instant et appeler Karim. Je vais voir s'il est au courant pour Quentin et comment il va. Je n'ai pas envie d'en parler plus longuement avec lui au téléphone, alors je vais envisager de prendre l'avion pour aller le voir dans les prochains jours, peut-être après avoir parlé à ma mère. Parce que je sais que ma mère doit être au courant de tout ça, ou qu'elle sait quelque chose à propos de quelque chose. Il doit y avoir une raison pour laquelle elle m'a abandonné avec ma tante Judy à l'âge de 15 ans, et qu'elle me parle à peine encore aujourd'hui. J'ai confiance en ce que Quentin m'a dit, en ce que je pourrais apprendre des autres, mais je ne prends rien pour acquis, et au final, je ne sais rien. J'ai l'impression que Quentin me cachait des choses, même si c'était avec les meilleures intentions du monde. Je ne pense pas que ma chère mère s'inquiétera autant de mes sentiments.